Merci beaucoup Valérie Astruc pour toutes ces précisions. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Alban Mikosi. Bonsoir Alban, notre spécialiste des questions internationales. Nos invités, Arnaud Klarsfeld, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, membre de l'association des fils et des filles de déportés juifs de France. Avec nous également Younes Belfella. Bonsoir, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes chercheur. Et avec nous également aussi Alexandre Perrault. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Politique de France Télévisions. Évidemment, vous avez invité à l'origine pour parler de ce qui se passe en Israël et à Gaza, aussi pour parler de ce qui s'est passé à Arras, mais on voit bien que toutes ces actualités sont un peu liées finalement ce soir. On va y revenir, mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur les faits. Alban, précisément, qu'est-ce qu'on sait de cette attaque à l'heure où on se parle à 23h02 ce soir? Alors, ce qu'on sait avec certitude et qui a été confirmé par le parquet fédéral, c'est qu'effectivement, il y a 2 victimes. L'une des 2 victimes était clairement identifiée comme supporter de l'équipe de Suède, puisqu'il en portait le maillot. Le présumé tueur, je ne sais pas comment l'appeler, a fait une vidéo de revendication qui reste à expertiser. Dans cette vidéo, il dit s'en être pris à des Suédois. Vidéo en arabe. On a pu la visionner à France Info, mais pour l'instant, on ne la diffuse pas. On attend qu'elle soit authentifiée. Il revendique son action contre des Suédois. Ce que l'on sait, c'est que la Belgique et la Suède devaient jouer un match de football ce soir au stade du Roi Baudouin, le grand stade de Bruxelles. Match qui a commencé, qui s'est interrompu à la mi-temps, puisque compte tenu des circonstances, les joueurs suédois n'ont pas souhaité revenir sur le terrain. À l'heure actuelle, les 40 à 45 000 spectateurs qui assistaient à ce match sont toujours dans l'intérieur du stade du Roi Baudouin, et notamment les supporters suédois qui occupent un secteur visiteur qui est protégé par la police. Il y a actuellement des procédures qui sont en cours pour permettre la sortie en toute sécurité de ces 40 000 personnes, c'est une foule considérable, procédures qui sont rendues difficiles évidemment par le fait, comme Valérie Astruc l'a dit, que l'homme est toujours en cavale et donc pourrait représenter un danger. Voilà pourquoi le stade du Roi Baudouin est ce soir absolument encerclé par les forces de police. Et actuellement, les consignes sont pour les supporters de rester en place. Mais il y a quelques minutes, les autorités ont dit que la sortie n'interviendrait plus dans trop longtemps, ce qui veut dire sans doute que les procédures de sécurité sont là et qu'elles vont permettre aux spectateurs, d'abord les Belges, ensuite les Suédois, sans doute sans signe distinctif, de sortir pour pouvoir se rendre hors du stade. On va retrouver Julien à Lyon en direct de la rédaction. Julien, il y a bien sûr beaucoup de réactions ce soir sur les réseaux sociaux. Effectivement, on va commencer par des réactions en Belgique avec le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus, qui a réagi il y a déjà 1 heure. Suite à la fusillade à Bruxelles, les services de police se mobilisent pour garantir la sécurité dans et autour de notre capitale, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Évidemment, la ministre de l'Intérieur a également réagi. Elle dit que c'est une horrible fusillade à Bruxelles. L'auteur est toujours recherché. L'enquête de la police et du parquet est en cours. Il y a évidemment un centre de crise nationale qui est ouvert. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle aussi a exprimé son soutien au peuple belge. Je suis de tout cœur ce soir avec les familles des 2 victimes de l'abject attentat qui a eu lieu à Bruxelles. Et puis évidemment, on le verra plus tard, il y a énormément de réactions en politique française. Merci beaucoup Julien, beaucoup de réactions. Le président de la République, également Emmanuel Macron, qui était en déplacement en Albanie ce soir, a réagi. Je vous propose de l'écouter. Bon, on écoutera le président de la République un peu plus tard. Le président de la République qui a affirmé que l'Europe était secouée ce soir. Je vous pose... Alors, on va l'écouter. Et me trouver devant vous en ce soir où, il y a quelques minutes, c'est Bruxelles qui fut frappée à nouveau par une attaque terroriste islamiste qui apparemment, au moment où je vous parle, a ôté la vie à au moins 2 autres Européens, 2 Suédois. Notre Europe est bousculée. L'Europe est bousculée. Arnaud Klarsfeld, on a le sentiment un peu d'être tous concernés ce soir par ce qui se passe à Bruxelles. Bousculée, c'est un euphémisme. Oui. Si on voit les choses d'une perspective, c'est-à-dire vue d'en haut, on peut se dire qu'il y a 25 millions de musulmans en Europe. Il est normal que ça arrive, qu'il y ait des attentats. Mais ces attentats sont quand même réguliers et, je ne dirais pas bousculent, mais bouleversent l'équilibre européen, font monter les partis extrémistes, créent des divisions dans la population. On avait presque un peu oublié il est normal que l'Europe terroristes. essaye de réagir. Et comment réagir ? À mon avis, il faut
expulser tous les étrangers qui représentent une menace pour l'ordre public en le plaçant, non pas la menace pour l'ordre public, ceux qui volent dans des magasins, mais une menace pour l'ordre public, ceux qui incitent à la haine, ceux qui valident le terrorisme. Tout cela doit être, à mon avis, expulsé, quels que soient les liens qu'ils ont avec l'Europe. Et deuxièmement, il faut limiter, je crois, l'immigration en maintenant le droit d'asile, mais en faisant ce droit d'asile en dehors de l'Europe, parce qu'une fois que les gens sont en Europe, il est quasi impossible de les expulser. Et puis, s'il y a encore plus d'attentats, il faudra étudier la possibilité peut-être de détention administrative pour ceux qui représentent un réel danger, mais que ça soit fait dans le cadre judiciaire, avec des commissions qui décident. Ça a été validé une fois par la Cour de justice européenne dans le cas du terrorisme irlandais. Est-ce que ça le serait encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est des pistes à explorer. Younes Belfella, est-ce que le contexte que l'on vit en ce moment joue particulièrement? Est-ce que la menace terroriste est à son maximum après ce qui s'est passé en Israël et à Gaza? Peut-être que c'est l'effet déclencheur. C'est l'élément déclencheur. Oui, c'est possible. Mais clairement, il y avait la menace terroriste. Mais on l'avait un peu oublié, cette menace terroriste. Parce qu'on était occupé en Europe de la guerre en Ukraine et d'autres sujets. Le Haut-Karabakh, bon, il y avait beaucoup de crises, l'Arménie, pas mal de crises en Europe, de façon géopolitique. Mais la menace terroriste existe depuis un bon moment, il ne faut pas nier. Bon, de toute façon, les deux opérations sont en France et en Belgique, ça appartient apparemment à l'État islamique, qui fait une renaissance actuellement en Europe, pas au Moyen-Orient. Et ça, c'est un point qui est très important. Alors, l'attentat de ce soir, dans la vidéo de revendication qu'on attend d'authentifier, l'auteur des faits se revendiquerait justement de l'État islamique. Bah oui, parce qu'il faut savoir que, en fait, ce genre d'organisation terroriste, soit Al-Qaïda... Parce que là, on entend partout, mais le Hamas, c'est comme l'État islamique, comme si l'État islamique n'existait plus. C'est ce qu'on entend depuis plusieurs jours. Mais c'est pas vrai. Je comprends, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de malentendus. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre clairement la typologie de ce genre et le mode opératoire de ce genre d'organisation. En fin de compte, ce genre d'organisation, quand ils font ce genre d'opération, c'est une fierté pour eux. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un met en fin de compte une réalisation dans son CV. Donc, de manière que Al-Qaïda ou l'État islamique sont fiers de faire ce genre d'opération parce que ça leur fait déjà gagner beaucoup d'écho dans le monde, et deuxièmement, ça leur permet d'avoir d'autres recrutements. Et ça, c'est très important. Donc, ce qui fait que ce qui a changé peut-être par rapport à ce que vous venez de dire sur pourquoi on a oublié peut-être l'État islamique, c'est la façon des opérations. C'est-à-dire là maintenant, le recrutement, il se fait d'une autre manière. On sent qu'il y a des cellules dormantes qui viennent de se réveiller. Et on sent également qu'il y a aussi des opérations type loup solitaire, voire même avec une typologie low cost. C'est-à-dire soit ça existe depuis longtemps déjà maintenant. Ça existait depuis longtemps, mais maintenant c'est le mode qui active le plus. C'est le mode principal d'action. Principal de cet État islamique qui était battu d'une manière ou d'une autre en Irak, mais on voit qu'il y a d'autres voies de transformation. Il faut juste voir la carte du monde. Si vous voyez qu'il y a une forte présence de l'État islamique actuellement en Afghanistan, en Somalie, au Yémen, et on voit également à travers ces cellules qui existent en Europe. Il faut savoir qu'on est face à des organisations transfrontalières, donc ce qui fait qu'on n'est pas face quand même à des organisations avec un mode opératoire criminel classique. Là-dessus, il y a l'idéologie qui est très importante, mais pour l'État islamique, il y a aussi une certaine modernisation technologique de la façon de faire et de la façon de recrutement. Ils sont très forts dans la communication, dans la propagande, dans la présence au niveau des réseaux sociaux, et effectivement, ils réagissent par rapport à différents éléments. Bon, là pour l'opération de Bruxelles, je vois qu'il y a aussi une attaque qui cible le Suède, clairement. On va y revenir avec Alban. Parce que voilà, il y a des effets, on se rappelle bien de certaines manifestations contre le Suède en Irak et au Pakistan, en Syrie, les derniers mois. Et ce qui change, c'est que c'est pas seulement des puissances, on va dire, internationales qui sont maintenant ciblées, c'est-à-dire les États-Unis ou la France ou d'autres puissances, mais c'est des pays comme le Suède ou comme la Belgique qui n'ont pas une politique étrangère très active au Moyen-Orient.
Donc, pas une très grosse diplomatie au Moyen-Orient, c'est ça? Exactement. Et qui n'ont pas, en fin de compte, un grand rôle diplomatique ou bien un passé colonial qui peut être critiqué ou qui peut être une motivation utilisée par ce genre d'organisation terroriste. Certes, l'appel du Khalid Mesh'al ou du Hamas était fort la semaine dernière. Ça, on ne doit pas le négliger. C'était un signal qui était donné normalement pour ce genre d'organisation. Et il faut savoir aussi que dans la décomposition de ce genre d'organisation, il se peut que, par exemple, sur le cas palestinien que je maîtrise bien, le Hamas et le djihad islamique ou même les légions de Azz ad-Din al-Qassam, c'est la même chose. C'est juste qu'on divise des trois organisations pour que quand il y aura des opérations, on montre que c'est des organisations qui font une alliance politico-militaire. Mais en fin de compte, le mode opératoire de ce genre d'organisation, les contacts entre Al-Qaïda, entre le Hamas, entre l'État islamique, existent et existent toujours. Merci, vous restez avec nous. On est